Maxence me fait, vas-y, tu sais quoi, fais x2. J'ai le retour, je te le dis en off, t'es pas assez cher. On trouve son numéro à Oussama Ammar, on lui dit ouais bah écoute ça serait cool qu'on se rencontre, il répond plus. Et là on se dit voilà, c'est raté. JN, les bitcoins maximalistes sont... Oh le mec, c'est dur. Sont... Wagmi Studio pour le Crypto Daily. Go. Let's go. Let's go. Salut les amis. Salut Ben. Salut Ben. Quel plaisir de vous recevoir. Ça fait un bout de temps qu'on se connaît, qu'on bosse ensemble. On est associés aussi sur une boîte. Donc je suis très content de recevoir aujourd'hui Wagmi Studio sur le Crypto Daily. En plus, on a de la chance. On a 2 des 4 cofondateurs, si je dis bien ça, et une des associées aussi. Et oui, Sun Sun. En exclusivité sur le Crypto Daily. Et ben voilà, toujours un plaisir. Je propose qu'on commence directement. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Et honneur aux dames. Sophie, est-ce que tu peux commencer ? Donc Sophie Merdrignac, de notre famille, chez Wagmi Studio depuis le 1er mai 2022, en tant que Head of Project Management. Okay. Super, comment ça se passe ? Ça se passe très bien, sinon je serais pas arrivée dès le départ. Hein. C'est toi la fameuse COOFI ? C'est ça. Quel surnom iconique. Il est incroyable le surnom. Donne-toi, c'est pour ça. Bah oui. Ah, je voulais pas le dire, mais maintenant que tu l'as... Je te donne des fleurs quand même. Il faut lui donner la paternité. Et moi, Maxence Guyot, je suis cofondateur avec Jean-Nicolas et Théo et Jérémy. Moi, je m'occupe peut-être plus de la partie business. En fait, on se sépare bien avec Jean-Nicolas. On a différents grands comptes et on s'adresse de manière un peu différente aux boîtes. Et, moi, j'ai une partie, lui une partie. On gère aussi la vision, la stratégie de la boîte en général. Et toi, JN ? Voilà, JN, Jean-Nicolas, Inar, cofondateur aussi avec Maxence. Et voilà, CEO de l'entreprise. Et un peu de dégène à 16 heures perdues, peut-être ? Ouais, pas que aux heures perdues. On m'a dit qu'il fallait que tu parles d'une collection aujourd'hui, non, Memland. J'en suis le rien du tout. N'achetez pas de NFT et restez sage. Le problème, c'est que ça se propage, ça, c'est horrible ce qu'il fait. Ouais, c'est un virus. Moi, je le vois sur Twitter, parce que maintenant, il est très actif sur Twitter, JN. On voit des choses drôles. J'ai même remarqué que ce matin, il a changé sa photo sur Instagram. Ouais. Pour mettre une patate. Ça y est, il a mis la patate sur Insta. Il a pas mis l'aubergine qui est sur Twitter. Non, qui était avant sur Twitter. Maintenant, il a mis la patate, le petit camionneur. En 2 mots comme ça, c'est quoi Wagmi, Maxence ? Wagmi, c'est... En fait, on l'a appelé studio et pas agency parce qu'en fait, on a une âme d'entrepreneur un peu de base. On voulait pas que ça soit une agence traditionnelle où on soit là avec des forfaits, avec des TJM. Et je pense que de base, on avait un peu cette volonté de faire un studio, c'est-à-dire quelque chose de qualitatif où au début, on comptait pas nos heures. On était dedans, on était embarqué dedans. On voulait vivre des aventures. Et progressivement, voilà, ça se traduit plus en agence parce qu'il y a la réalité un peu économique et la réalité du terrain. Mais vraiment, l'ADN de base, c'est studio. Donc, nous, on accompagne les boîtes de la pédagogie, mettre en place des ateliers, faire en sorte de trouver la valeur des NFT au sein des grandes entreprises. Et une fois en fait, qu'on a fait toute cette partie de pédagogie, de conseil et de gestion de projet, eh bien, on va mettre en place la partie technique. Et c'est pour ça qu'on a 2 associés, Théo et Jérémy, qui drivent ça avec perfection. Qu'on salue. Exactement. Et en fait, du coup, on cadre à 360. Pédagogie, conseil, technique, et après suivi de projet à la fin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais connaître respectivement comment vous avez fait pour rentrer vraiment dans la blockchain, comment ça s'est passé, par quelle porte. Sophie, je te laisse la prime. Alors, moi, la première fois que j'ai entendu parler de blockchain, etc., c'était en 2015. Ok. Vidéo de Asher avec Romain Lannery. Et j'étais à l'époque en licence d'économie et de droit. Et je me suis... le système financier, il y avait un truc... je sais pas, c'est pas logique. Okay. Et quand j'ai découvert du coup Bitcoin à l'époque, je me suis dit ok, ça répond à des vraies problématiques, etc. J'ai pas investi tout de suite. Je pense comme tout le monde. Ouais, la première fois qu'on entend parler de Bitcoin, Ethereum, on n'investit pas tout de suite. Et en fait, on en a reparlé pendant le confinement 2020. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment plus renseignée. Et après, avec les garçons, on a continué à diguer avec surtout du coup l'aide de Jérémy et Théo sur la partie tech. Et du coup, on a commencé vraiment à investir en 2020 à peu près. Ouais. Sophie, à un moment, tu disais que l'économie était bizarre. Il y a un truc qui n'allait pas dans tes études. Tu peux nous en dire un peu plus rapidement ? C'est vraiment sur le but qu'il y ait une inflation tous les ans, qu'on ne puisse pas avoir de désinflation vraiment créée, qu'il y ait de la création monétaire qui ne repose sur rien. On a en plus beaucoup vu pendant le Covid, etc. On en parlait de la banque qui imprime des billets. Je ne comprenais pas vraiment du tout d'où ça venait. Et en plus, dans mes études, on apprend les talons or avec le dollar et du jour au lendemain où ça s'arrête, c'est plein de choses comme ça où ça résonne bizarre. On se demande vraiment à quoi ça tient en fait, finalement. Ok, très clair. Effectivement, on va y revenir, mais oui, on pourrait parler de tout ça. Ce sera une autre interview, je pense. Exactement. Et toi, JN, alors comment t'es tombé dedans ?
Alors, j'ai commencé à en parler beaucoup avec Théo, donc un associé, en 2018. Pareil, on met la tête ici. Boom. On a commencé à investir, pareil, dans différents projets. Pas énormément. Et en fait, c'est 2020 aussi où voilà, il y a eu le Covid. Je pense que tout le monde a un peu fait du gambling, ou voulait s'occuper, voulait se documenter, etc. Enfin, beaucoup de personnes. Et après, on a vraiment compris qu'il y avait un usage et des cas à développer, en fait, à la fois pour les entreprises, mais aussi les particuliers. Et donc 2021, c'est là où on s'est lancé. Moi, la première fois que je vous ai rencontré, c'était à la PBWS, la Paris Blockchain Week. Pas cette année, mais l'an dernier, où vous aviez un stand, en fait. Vous aviez un petit stand et vous faisiez les petites photos. C'était sympathique, ça. C'était trop bien. Enfin, en vrai, je pense que ça fait partie des moments phares un peu de WAGMI qui nous ont permis de se faire connaître, de montrer ce qu'on faisait. On a fait beaucoup de réseaux et surtout, en fait, on avait un petit hack. Alors, c'était assez amusant. On prenait en photo. Tu avais peut-être testé, tu avais pris une photo. Bien sûr. On avait mis un photo booth et on permettait à n'importe qui de prendre une photo et de l'avoir sous forme de NFT. Et donc, du coup, c'était génial parce qu'à la fin, on avait toute une base, en fait, avec des directeurs de chez Hermès, de chez Chanel, de tout le monde. Oui, vous preniez les contacts aussi en même temps. C'était génial. Ouais, c'était un petit cheval de Troie, comme ça, qu'on a placé. Et parfait. Et ça a bien marché. Ah, c'était génial. Bon, bah, voilà. Ça nous a permis d'avoir plein de premiers clients, en tout cas. Comment vous êtes rencontrés? Donc, j'imagine déjà Max et JN. Et ensuite, vous avez rencontré Sophie? Ouais, c'est ça. Exactement. Enfin, Maxence, on se connaît depuis à Tours. En fait, on était dans le même lycée, en seconde. Ok. Ça date. Ça commence à... Ouais, ça passe vite. Bah, 10 ans. En seconde, ok. Ouais, en seconde, ouais. En fait, pourquoi Tours? T'es pas de Nantes? Non. Alors... Waouh, on peut tout reprendre depuis le début. Alors, moi, je suis né... Enfin, je vis à Nantes, effectivement. Je travaille beaucoup à Paris. Je suis né à Paris, mais j'ai été à Tours et j'ai voyagé pas mal. Ok. Donc, on s'est connus, en fait, à Tours. Et donc, toi, t'es de Tours? Non, je suis de Paris. Toujours pas. Alors, Paris, j'ai fait Tours, Nantes, Paris. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés à Tours. Et pour la petite anecdote, en fait, c'était assez amusant parce que pendant que tout le monde était concentré sur les cours, nous, on avait chacun nos applications personnelles. Tu vois, on s'amusait. Moi, j'avais une petite application, un jeu vidéo qui s'appelait Jumping Max. On s'amusait, on faisait des applications mobiles. Et des gens étaient dans cette démarche très entrepreneuriale. Quel âge? Je sais pas, on avait 16, 18 ans. Ouais, 16-17 ans. 16-17 ans. Et Jean-Nicolas, lui, c'était son agenda, un agenda pour étudiants. Ouais. Et en fait, on travaillait à fond. Et on avait chacun nos projets. On était en mode très entrepreneur. Donc déjà, on s'est dit, de toute façon, on va bosser ensemble. C'est sûr et certain. Ah, c'est comme ça que c'est venu. Ah oui, complètement. Alors, pas du premier jour, parce que ce gars-là, ce tocard, il arrivait le premier jour en seconde. Okay. Il venait de retaper sa seconde. Désolé, hein, je te balance comme ça. T'inquiète, je l'ai retapé aussi. Il n'y a pas de problème. Et c'est juste qu'il arrivait le premier jour en retard, mais genre vraiment en mode... Alors pour ma défense, c'était pas clair. Non mais vraiment, genre vraiment, je suis arrivé et moi je pensais que c'était le lendemain. Ouais, du coup, ma mère elle m'a réveillé en mode non mais c'est aujourd'hui. Et je suis arrivé devant tout le monde en mode c'est le redoublant, il est là, c'est lui, et j'étais là. T'étais pas en pyjama? Non mais presque. J'étais à peine réveillé, j'ai couru et tout. Et là il y a le directeur qui me dit hey, vas-y présente-toi devant tout le monde. J'étais là, tout le monde me regarde, il est redoublant, oui, salut, horrible. Mais je sais pas, du coup, c'est comme ça que t'as repéré le talent. J'ai repéré l'impro, tu vois, le côté impro. C'était quoi votre première aventure entrepreneuriale tous les deux? On a eu Jumping Max et l'agenda IBDR, chacun un peu entre guillemets de notre côté, même si on s'aidait. Est-ce que ça serait pas... c'était plutôt l'influence marketing. Ouais, c'était l'influence marketing. Après, pendant les études, on avait fait pas mal de trucs et tout. Mais un peu chacun de notre côté, même si on se tenait au courant. Et après, on a fait le marketing d'influence dans la restauration. Marketing d'influence dans la restauration, ouais. Ok. Ouais. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Deux mots, tu mettais des codes QR, tu vois, un peu comme ici. Et en fait, quand tu venais et que tu avais une certaine influence ou un certain réseau sur Instagram, tu pouvais prendre une photo, une story, mentionner le restaurant, mentionner des potes, etc. Okay. Et tu avais une sorte de reward au comptoir ou en livraison, etc. Et mis ça en place. En vrai, c'est plutôt un Vous aviez quel âge à ce moment-là? C'était en 2016-2017, non? Ouais, c'est ça, parce que c'est là où on rencontre après Théo et Jérémy, donc dans ces eaux-là. Okay. Et en fait, ça a bien commencé à prendre et tout, sauf qu'après, ça fait un peu l'excuse du sportif avec les croisés, mais en fait, on a eu le Covid, et du coup, tous les restaurants ont close, tu vois, et comme notre solution c'était compliqué. Marcher en point of sale, on a pivoté, c'est là où, comme on s'ennuyait un peu, on a testé des trucs, notamment la crypto. Et Sophie, comment t'as rencontré ces deux fous là? Alors j'ai commencé en rencontrant Jean-Nicolas sur le salon de la chasse à la mode Beuvron. Rien à voir avec ça. Tu voulais une anecdote? La voici. Je ne comprends pas. On peut dire quand même, désolé de vous, on est végétariens tous les trois. Tous les trois. Et donc vous êtes retrouvés au salon de la chasse? J'étais pas là, moi. Je pense que c'est un critère de recrutement d'être végétarien. Alors, en fait, moi, donc, avant de rejoindre les garçons chez WAGMI, je travaillais dans le sport.
Ok. Du coup, je disais tout à l'heure, j'ai une licence en droit et en économie. Et après, j'ai pivoté dans le marketing et la communication sportive. Et donc, en mon M1, donc 2018, j'ai fait un stage aux éditions La Rivière, qui en fait sont des magazines de... Enfin, il y a 30 magazines, il y a La Voile, La Chasse, etc. Et ils organisent entre autres le salon de la chasse le plus gros d'Europe à la Motte-Beuvron. Voilà, au siège de la Fédération française d'équitation. Et Jean-Nicolas, en fait, pendant ses études, tu faisais de... Je faisais, tu sais, maître d'hôtel, les extras, les mariages, etc. Ouais, bien sûr. Et moi, je m'occupais en fait du salon VIP où on organisait tous les midis des déjeuners, des dîners, etc. Et on a sympathisé sur place, Voilà. etc. En fait, il y avait différentes équipes qui se croisaient, qui bossaient ensemble. Et puis après, voilà, ça, Et de fil en aiguille, rester potes, puis vous avez bossé ensemble, j'imagine. Voilà. C'est ça. Puis on est resté en contact en fait, avec différentes personnes de cet event. Et puis après, comme tu étais à la FFM, je crois. Après, je suis passée à FFBB, je suis passée à FFM après. Et en fait, Fédération de moto. Enfin, basket puis moto. Et en fait, à l'époque, vous n'étiez pas encore sur Paris. Moi, j'avais déjà mon appartement sur Paris. Et quand ils devaient venir voir des restaurateurs ou voir d'autres choses, etc., ils squattaient chez moi. Et comme ça, j'ai rencontré Maxence par la suite. Et après, ils m'ont proposé. Ça s'est fait. Et t'es devenu CEO FI que tout le monde connaît. Voilà. Ok. On se rapproche de WAGMI, mais j'ai encore une petite question. C'est une histoire que vous m'aviez racontée en off, et même il y a un bout de temps maintenant, les gars. Vous avez passé un mois il y a quelques années, ou à peu près quelques semaines, dans une villa dans le sud avec Oussama Hamar pour travailler sur un projet. Est-ce que vous pouvez m'en parler rapidement? Ensuite, non, il y a une partie à Dubaï. Il y a une partie à Dubaï et il y avait une partie à Paris. Ouais. Mais oui, du coup, c'est dans le sud. Dubaï, c'est le sud. Hein. C'est pour ça, j'allais dire. Okay. Ouais. Alors, c'est nous, ça. juste pour du coup compléter, on avait fait influence marketing, etc. On est rentré en fonds d'investissement. Okay. Donc déjà, on a permis d'avoir pas mal de contacts d'un point de vue investisseur, projet, etc. Et oui, pour la petite anecdote qui était assez amusante, c'est qu'avec Jean-Nicolas, on consommait pas mal aussi les vidéos d'Oussama Hamar, parce que mine de rien, il était assez influent, il reste assez influent dans la sphère entrepreneuriat. Et donc du coup, on suivait beaucoup ses contenus. Et à un moment donné, dans une de ses vidéos avec Yomi Denzel, à l'époque, en plein Covid, c'est ça, ouais, je crois que c'était juste Covid. après le Covid, il dit, vous me donnez un entrepreneur, un fouet, et je lui fais faire 1 million de chiffre d'affaires. Tu sais, ça résonne comme ça, tu entends ça, tu dis, toi, tu es entrepreneur. Avec Jean-Nicolas, on est des entrepreneurs aguerris, on essaye de tester un peu tous les marchés, on est à fond, on a plein d'énergie à donner. On se dit, attends, si c'est si simple que ça, il suffit d'avoir de l'énergie, un fouet, et on va réussir à générer 1 million de chiffre d'affaires. On se dit, ok, bah écoute, très bien, on va voir pour une fois si c'est du bullshit ou pas. On va vraiment confronter directement et on va savoir. Et du coup, ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure, on trouve son numéro à Oussama Hamar, on lui envoie un petit message, on dit, salut Ous, écoute, on est 4, Théo, Jérémy, Jean-Nicolas et moi, et puis on a envie de générer, du coup, si on n'est pas trop bête, 1, 2, 3, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il rigole par message, il dit, ok, on s'appelle. Tout de suite avec Jean-Nicolas, je me rappelle, on est dans les rues de Paris. On dit, mais attends, il y a Oussama Hamar qui nous appelle. Incroyable, tu vois, tu te dis, attends, on était là. Donc ça, t'es en train de marcher dans la rue. rue. On paniquait. On dit, attends, on lui dit quoi? Et ça, on décroche, on était en haut-parleur tous les deux. Et on parle, etc. On lui dit, ouais, bah écoute, ça serait cool qu'on se rencontre. Et là, il nous dit, bah écoutez, très bien, donnez-moi vos disponibilités, et puis on se rencontre. On raccroche, on lui envoie un petit message. Bah, on est dispo aujourd'hui, demain, après-demain, lundi, mardi, mercredi, enfin tout le temps, quoi. Dès qu'on peut être dispo, on est dispo. Et là, il répond plus. Et là, on se dit, voilà, c'est raté. Là, on s'est mort, tu vois. Ah mais c'est terminé parce que tu te dis, bon, ok, le mec, il te dit ça, et en fait, t'as pas réussi à le séduire par téléphone, ouais, et c'est fini. Il passe à autre chose, quoi, next. Du coup, quand tu connais un peu le personnage, en tout cas d'un point de vue public, tu te dis, c'est quand même un entrepreneur qui fonce, qui je pense, qui laisse pas les choses passer. Donc on se dit, on va faire exactement pareil. On va faire sa même stratégie, c'est-à-dire, on va rien laisser passer. On va lui envoyer un message par jour jusqu'à ce qu'il réponde. Mais pas juste des messages. Pas juste des messages. C'était justement, on est parti sur un délire avec, tu sais, faire des mèmes. Où à chaque fois, en fait, on remplaçait la tête de Ous, où on mettait nos têtes sur les mèmes, etc. C'est tous les mèmes que tu vois, d'ailleurs, dans les projets NFT, en fin de compte, au final. Je suis désolé, mais vous allez m'en envoyer quelques-uns et on va les mettre là. Comme ça. Tu les as encore? Ouais, je les ai encore. C'est bon, tu veux. On va s'arranger. Et en fait, on fait ça quoi pendant 2 semaines, un truc comme ça, je crois. Tous les jours, vous lui envoyez soit un message, soit un mème, soit un truc. Il nous lâche des vues tous les jours, même pas un petit smiley pour rigoler, etc. Okay. Et ouais, au bout de, je crois, 14-15 jours, il répond, etc. On était un samedi ensemble à Tours. Okay. Il nous dit, je crois, demain, 9h, est-ce que vous êtes dispo? On se capte dans le 8e à Paris et tout. On est dispo, ouais. Évidemment, voilà, tu poses pas de questions, on y va, etc. Et puis après,
Une autre histoire, mais. C'est quand même, t'oublies l'élément essentiel. C'est que c'est Jean-Nicolas, il dit bah attends, on va pas venir les mains vides, on va prendre un fouet. Donc on passe dans un sex shop. J'étais à Tours. C'est lui qui va chercher. Toi, tu savais pas. Je crois que tu l'as découvert. Ouais, j'ai découvert ce moment. Et j'étais, comme on était à Tours, etc. Je vais dans un sex shop à Tours. Je demande un petit fouet comme ça. Normal. Petit fouet. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir un fouet, s'il vous plaît ? caoutchouc, machin. Et effectivement, quand on y va le dimanche matin, en fait, on lui offre et tout, parce que comme l'histoire était partie de ça. Et puis il a rigolé, etc. Après, et c'était vraiment sympa parce qu'en fait, il a rigolé, etc. On a parlé pendant un petit moment. Et surtout, après, on a vraiment continué sur le déjeuner. Il a dit bon, faut qu'on fasse un truc ensemble. Et on lui parlait aussi un peu de nos interrogations vis-à-vis de la blockchain, parce qu'encore une fois, avec Théo et tout, vous y étiez pas encore, hein, je te coupe, mais vous y étiez pas encore dans la blockchain. Non, on n'était pas encore blockchain, mais on s'est intéressé parce que c'était une techno. Moi, je trouve, on en reparlera tout à l'heure, mais moi, je trouve que c'est une des plus grosses révolutions, clairement. Et donc, on s'y est intéressé et il a dit, bah, les gars, moi, je vous vois dans ce domaine-là. Donc, allez-y. Et là, le repas se termine et il nous rappelle une semaine après, lundi, je prends vos billets d'avion, on va à Dubaï. Comme ça. Ouais. Bah, et puis il y avait l'histoire, effectivement, qu'on recherchait justement un peu des opportunités, différentes choses, etc. Pour bosser dans la blockchain, on était parti sur une idée un peu déjà à l'époque, tu vois, en 2021, de lending, de protocole de lending à partir de NFT. Donc pour NFTiser ou tokeniser différents assets de la vie réelle pour les mettre en collatéral, etc. Donc déjà, en fait, à l'époque, on en parlait, mais il y avait tellement de volatilité, d'autres problèmes. On avait zéro expérience, en fait, si ce n'est juste acheter des coins comme beaucoup de personnes. Voilà. Et donc, en fait, on a d'abord effectivement buildé avec lui un premier projet, puis après, nous, on a eu différentes rencontres à chaque fois, et c'est comme ça que c'est fait. Donc vous avez vécu quelques semaines à Dubaï avec Oussama Ammar. Il a une capacité de focus qui est hallucinante. C'est quoi pour vous son conseil le plus important ? Pour moi, alors c'est très compliqué, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et celui qui nous a montré, et non pas justement dit, mais qui nous a montré, c'est qu'il n'y a pas, et ça les gens ont du mal à comprendre, même nous encore, mais il n'y a pas de hack. Tout le temps, quand tu es entrepreneur, tu lances ton truc, il est à moitié, tu vois, les trucs marchent pas, etc. C'est pas grave. Je pense qu'on a bien compris maintenant le côté fake it till you make it. Ça, je pense que c'est bon. Mais le côté, il n'y a pas de hack, c'est qu'en fait, tout de suite, la plupart des gens, en tout cas, même qu'on voit encore aujourd'hui, veulent tout de suite hacker une croissance, hacker un process. Prendre un raccourci, que ça aille plus vite, etc. Voilà, tu attaques, je vais faire des vues. Et en fait. Et vraiment, quand on a fait son projet avec lui, du coup, on était à Dubaï, on était à Paris, etc. Vraiment, même lui, tu vois, aussi Oussama Ammar qu'il soit, je sais pas si ça se dit, tu vois, nouvelle expression. Ça se comprend, en tout cas, on le comprend. Où ce qu'il soit, en fait, il est là avec son clavier, son ordi et ses WhatsApp, et il envoie des messages, et il n'y a pas de hack, tu vois, genre, il n'est pas en train d'installer un. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, ceci dit, il changerait d'avis avec l'IA, je sais pas, faut lui en parler, mais à l'époque, en tout cas, quand on a fait ça, et je pense vraiment que pour le 0 à 1, il y a zéro hack possible. En vrai de vrai, il faisait 18 heures par jour devant Discord à répondre à chaque personne. Et tu remarques quand tu as son numéro ou n'importe quoi, il répond tout le temps. Je sais pas comment il fait parce que des personnes comme nous, il doit en avoir à peu près 100 000 dans son téléphone. Il répond tout le temps sur Discord, sur Insta, sur LinkedIn, tout le temps. Hallucinant. Donc il n'y a pas de hack. C'est vraiment ça, c'est le truc, il n'y a pas de hack. Et vraiment, s'il y a un message de ce podcast, c'est ça, go for it. Tu vois, c'est genre juste fais-le, va contacter les trois premières personnes que tu connais. Vends le truc, fais le truc. Mais je pense que t'en es conscience que toi, avec le Crypto Daily, tu vois, je pense pas que t'es hacké grand chose. Tu vois, t'es dans les events avec les prospectus, etc. Et t'as charbonné comme ça, quoi. Il y a zéro hack, quoi. Comme on dit, step by step. Exactement. Ouais. Allez, on rentre sur Wagmi. Let's go. On focus. Pourquoi Wagmi ? Pourquoi Wagmi comme nom ? Alors, Wagmi, ça vient de la culture Web3, donc we all gonna make it. Mais alors, pourquoi vous avez choisi ce nom ? Là, c'est vous. Hein. En vrai, à la fois, on a été très cons parce qu'on l'a entendu, on l'a répliqué. Je pense qu'il y a cette partie-là, on va pas réfléchir à des trucs. Après, on est aussi dans une culture, je pense, où on veut partager. Vraiment, en vrai de vrai, c'était aussi l'objectif de Wagmi Academy, on en parlera tout à l'heure. C'est de partager, c'est dès qu'on peut travailler avec des personnes, on le fait. Et nous, on n'a pas vocation à tout faire. Typiquement, on ne sait pas faire la communication, l'influence marketing. On veut bosser avec toi, on veut bosser avec vous parce que vous avez des expertises. Donc en fait, on veut s'entourer de personnes qui sont très efficaces, qui sont expertes. Et donc, Wagmi Studio, c'est le côté, on va le faire ensemble. On n'est pas une agence, on n'est pas bloqué structurellement comme ça. On est un studio et on va se marrer ensemble. Okay. Je pense que c'est venu comme ça. Ouais, je pense que c'est ça, c'est le grosso modo. D'ailleurs, on n'a pas trop réfléchi à ça quand on a lancé la boîte. On avait déjà les clients. Voilà, c'était l'hypothèse que j'allais donner. Pour moi, l'hypothèse, c'était on n'a pas le temps de trouver un nom. On est Wagmi, ça passe bien, let's go. Et je me rappelle, tu te rappelles ou pas, il y avait Oussama qui avait dit aussi appelez-la Wagmi Studio. Tu te rappelles pas de cette intervention qu'il avait ? Et on lui a dit, justement, c'est le nom qu'on a choisi. Je vais revenir sur le studio. Quand on entend studio, on peut penser beaucoup au NFT, etc. Est-ce que c'est le cœur de votre mission aujourd'hui ?
Ou est-ce que ça l'a été un moment? Ça l'a été. Ça l'est quand même encore beaucoup. Après, il y en a beaucoup qui pensent qu'on fait que du NFT. Et en fait, par exemple, on a eu l'anecdote d'une personne qui nous a dit « Oui, mais WAGMI Studio, ils font pas de smart contract. » Bon, alors, mal les on va reprendre des bases. Ils ont cassé la blockchain Tezos, attendez. On va reprendre des bases. Pour faire du NFT, il faut savoir coder un smart contract. Et après, on a fait plusieurs fois des tokens aussi. Donc, on fait pas que du NFT, on sait faire d'autres choses. Ouais. Et après aussi, en fait, dans un projet Web3, on fait donc du NFT, du smart contract, des tokens, etc. Mais aussi, on fait toute la plateforme, ce qu'on va dire Web2. On fait des parcours d'inscription totalement simples avec une adresse mail, un mot de passe. On fait des messageries, etc. On peut faire vraiment des choses qui sont hors du spectre Web3. Vous faites un peu de juridique? Non. On est accompagné, comme disait Maxence, on a des teams d'experts autour de nous et on est accompagné depuis le départ par des cabinets d'avocats. Tu vois, typiquement, la chance qu'on a, c'est que, étant donné qu'on a une bonne équipe technique, on peut faire un peu ce qu'on veut sur la blockchain. Là, on fait des NFT parce qu'on sent qu'il y a mine de rien une valeur. Là, on travaille. Quand on fait des ateliers avec des marques, on parle principalement de valeur et ensuite comment le NFT peut apporter de la valeur dans le projet. Si le NFT n'apporte pas de valeur, on ne mettra pas de NFT. Si le NFT apporte une valeur, alors oui, effectivement, on mettra un NFT. On peut créer un token. Oui, le token, il a un intérêt ou pas? La blockchain, elle a un intérêt ou pas, etc. Et donc, on couvre 100% du spectre technique. Et en fait, on ne fait pas que la tech. On fait aussi la gestion de projet aussi pour que ça se passe bien, par exemple avec Sophie. Et on va aussi apporter un maximum de conseils et on va apporter du contenu pédagogique pour que les personnes comprennent ce qui se passe. C'est hyper important, je trouve. Sur votre site, je me baladais, j'ai un peu digué, bien entendu, avant de faire l'interview. Et vous dites que vous couvrez 100% des besoins Web3 à travers un réseau de partenaires, etc. Vous n'avez pas peur de perdre en qualité d'expertise? En fait, c'est une forme d'apport d'affaires. Moi, je ne me permettrai jamais de faire un conseil juridique, un conseil peut-être financier ou conseil peu importe. Par contre, quand on travaille avec des banques et qu'ils nous disent dans le cadre de ce projet-là, moi, je vois qu'on a un besoin juridique qui est très fort, spécialisé Web3. Je ne vais pas faire plus de travail que de mettre en relation avec nos partenaires. Et ensuite, ils se débrouillent. D'accord. Et en fait, donc, du coup, on va surtout pas s'intercaler là-dedans quand on ne sait pas, surtout sur des points aussi touchy. Par contre, sur la partie conseil tech, vu qu'on le fait chez WAGMI, ou par exemple, maintenant, quand on pilote un projet, on le met en place et qu'on a besoin d'influence marketing, hop, on connecte avec Opium. C'est tout l'intérêt, en fait, d'avoir un bon réseau d'experts. Ouais, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet parce qu'en termes de communication sur le site, tu peux, même si on mentionne que c'est avec des partenaires, tu peux avoir tendance à penser qu'on fait pizza, kebab, crêpes, tout ce que tu veux. Ouais, tu vois, la panoplie, le restaurant La Bonne Nouvelle. Ouais, c'est exactement ça. À peu près tout, couscous. C'est exactement ça. Donc, et en fait, l'idée, c'est qu'en fait, t'as un coût en fait, d'opportunité, tu vois, à dire que tu fais juste un truc, alors qu'en fait, t'as le partenaire qui est ton pote ou qui est un gars de l'écosystème et à qui tu pourrais lui apporter du business, mais quelqu'un qui va arriver sur ton site parce qu'il va te voir sur des réseaux ou ce podcast par exemple, il va se dire non, ils font que de la tech, moi j'ai besoin de la com, etc. Et en fait, tu vois, comme disait Maxence, tu vois, on a team up avec vous sur le côté Opium Agency pour faire de la communication, l'influence, le RP, etc. Et moi je trouve que c'est une manière d'entreprendre qui est beaucoup plus smart finalement que de juste dire non, je sais pas. Et t'as pas en fait l'ambition de le faire ou de tester ou en tout cas de te connecter avec les gens qui savent le faire. Donc il y a quand même je pense un avantage de le faire. Ouais. C'est quand l'ouverture de la boîte? Officiellement, c'est le 1er mai, 26 avril 2022. Avril 2022 donc. Ouais. Donc c'est plutôt jeune, on reste sur une boîte qui est assez récente. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait que vous regrettez? Pour ma part, parfois c'est difficile dans cet écosystème, étant donné justement que c'est un peu flou, que c'est bear market, que c'est compliqué. C'est difficile de dire non. C'est-à-dire, tu peux donner. Je sais pas, peu importe, n'importe quoi, un pote, un artiste, peu importe, quelqu'un qui va te dire j'ai besoin d'un coup de main là-dessus, etc., etc. Et en fait, tu vois, il n'y a pas forcément énormément de budget, il n'y a pas vraiment c'est pas un deal intéressant pour nous. Mais tu es dans l'écosystème, comme disait Maxence, comme mine de rien, tu vois, c'est pas que un nom ou WAGMI, c'est le fait que on va s'entraider. C'est une valeur aussi. Ouais, exactement. Il y a quelque chose derrière qui est, nous, dans notre année, nous dire vas-y, de toute façon. On connaît la galère, c'est bear market, tout le monde galère, etc. Donc en fait, on va aider, on va faire les choses. Et au final, en fait, tu peux perdre vraiment en focus là-dessus. Et ça peut détériorer en fait, soit même des relations avec les personnes avec qui tu veux bosser, soit des clients existants à qui tu vas dire non, attends, là j'ai pas de bande passante entre guillemets. Donc ça, c'est un petit peu, je pense, l'erreur. Mais là-dessus, on essaie de s'améliorer clairement. Surtout que c'est Sophie après qui prend la gestion de projet juste après. Donc nous on dit oui. Ouais. Et après, c'est génial. Hein, c'est Sophie, débrouille-toi. Ouais. Ah non, mais attends, nous on a le meilleur rôle. On arrive, on dit easy, facile et tout. Et il y a Sophie qui regarde comme ça. Et il y a les devs qui font ça. Ok. Les devs, ils ont la sueur déjà. Il y a encore les devs maintenant, ils ont. Pendant des années, vous avez travaillé que directement avec les devs. J'étais pas là. Avec Weasley, From Cookie, etc. Depuis que je suis là, des fois, j'entends des trucs, je fais purée. Il va falloir que je leur annonce aux devs. Tu peux nous donner un exemple sans citer de personnes en particulier?
Oh comme dit Jean-Nicolas, il y a des petits projets qu'on a pris rapidement comme ça, où Jean-Nicolas qui lors d'une réunion balance l'idée, ah ouais, ce serait super qu'on puisse faire ça, ça et ça. Et le gars me dit, ah ok, du coup on a ça, ce serait bon, je l'ai déjà annoncé, donc si on le met pour cet événement, il faudrait que ce soit prêt dans une semaine. Et moi je vois le programme, je vois tout le planning dans ma tête, je fais. Ouais. Donc ça c'est un peu, c'est touchy parce que en vrai, je pense que toi aussi, il faut qu'on se freine, tu vois, faut vraiment qu'on se freine. Max, t'avais quelque chose à dire? Ouais, il y a aussi un élément, parce que maintenant qu'on creuse, on en trouve plein. En fait, c'est un procès. C'est pour ça que je creuse. C'est le procès de Wagmi. C'est aussi, je pense, alors je le formulerai peut-être pas comme le sentiment d'imposteur, mais parfois, t'as du mal à vendre trop cher. Enfin, t'as du mal tu le vends pas assez cher, et ça se retourne contre toi. Ça, on en a beaucoup parlé avec GN, effectivement. Tu te dis, ce que je fais, allez, je vais le faire prix normal, on va dire. J'ai pas envie de charger absolument le client, j'ai envie de l'avoir. Et c'est mal vu. Et du coup, c'est un peu triste parfois parce que tu te dis, mais en face, il se gave, entre guillemets. Toi, t'as essayé d'être honnête au maximum. Et en fait, non, vu que t'es pas rentré dans le budget où il fallait que ça dépasse, je dis n'importe quoi, les 50 000 euros, les 100 000 euros, et du coup, tu te fais blacklister direct. Ouais, parce que tu leur as pas sorti une offre qui est assez intéressante, ou du moins la valeur perçue, ils se disent non, c'est bizarre, etc. Ça va pas être comme j'attends. Ouais. Je peux comprendre. Vous avez déjà perdu donc un projet ou un appel d'offres comme ça, j'imagine. Ouais, Jean-Nicolas, je suis le roi de ça. Je sais pas si c'est vraiment une qualité. Hein. Ouais, non, mais c'est un apprentissage. S'améliorer, c'est ça. Et puis j'espère que tu en profites aussi quand je fais des boulettes. Je note. Mais ouais, non, on a perdu des deals où franchement, je me rappelle d'un deal, tu vois, où j'avais dit à Maxence, ouais, tu penses que ça passe, je vais pas dire le montant, mais tu penses que ça passe, etc. Franchement, vu ce qu'il y a à faire, c'est vraiment un très très beau projet, genre le truc, tu vois, que t'es content de mettre sur ton deck, tu vois. Et je dis à Maxence, la veille de rendre la copie, j'ai dit putain, là vraiment, on est bien, tu vois, genre si on le signe comme ça, on est bien. Maxence me fait, vas-y, tu sais quoi, fais x2. x2. Out of nowhere. Le truc, tu rajoutes dans ton devis un peu, enfin, c'est pas que tu maquilles, tu vois, mais tu dis, vas-y, tu sais quoi, on va essayer de faire x2. C'était un gros groupe, c'était une belle boîte, c'était un beau projet. Vas-y, x2. Je rends la copie. J'ai le retour en off du gars qui avait lancé l'appel d'offres. Il me dit, JN et tout, parce que tu vois, il y avait une relation très sympa, tu vois, avec le gars, une relation humaine au-delà du côté business. Et il me dit, j'ai été dans ta situation où j'étais en agence avant, etc. Je faisais des devis et tout. Je te le dis en off, t'es pas assez cher. Wow. Et là, je crois que je me suis. Après le x2. Ouais, après le x2. Ah oui, x2, mais j'aurais dû faire x4 en fait. Je pense, oui, mais. Alors depuis, on fait x10 sur tout. Je rigole. Face à un client, c'est toujours compliqué, effectivement. Et là, t'es honnête quand même, ça qui a gagné. C'est ça. T'as envie de te dire non, moi je suis honnête, j'ai fait les choses bien, voilà, etc. C'est sûr que parfois l'honnêteté ne paye pas. Et puis c'est pas qu'une question d'honnêteté ou quoi que ce soit, c'est qu'en fait, comme disait Maxence, on est dans un studio, c'est-à-dire qu'on a vraiment à cœur d'être rapide avec les clients, enfin de proposer quelque chose qui va sortir vite, qui va être opérationnel très rapidement, etc. Alors oui, il n'y aura peut-être pas le petit truc, la petite réaction, par exemple, quand on appuie sur le bouton sur l'application exceptionnelle, mais en fait, très vite, ils vont avoir quelque chose à tester, aller se confronter au marché. Parce que c'est un peu, nous, l'esprit dans le studio qu'on a, c'est un peu ça. Et donc, oui, on fait en moins de jours ce que certains vont faire en 10 jours. Donc, on est moins cher. Ce qui est intéressant aussi, c'est le lien, mine de rien, que ça crée avec après les personnes des grands groupes, parce que elles te regardent et disent « Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Je sais que tu étais honnête, tu n'as pas coché la case. » Et en fait, par contre, peut-être qu'on perd le deal, on crée un lien incroyable avec certaines personnes des entreprises. Parce que ça a payé après ce lien que vous aviez pu créer en perdant... Complètement. Ouais. Okay. Ouais, parce qu'en fait, tu montes... Surtout qu'on a 27 ans, ouais, je crois. Donc en fait, on reste jeune, tu vois, dans l'écosystème. Et en fait, tu vois des gens qui ont, je sais pas, 40, 45, 50 ans, qui ont trois vies de plus que toi, tu vois, en entrepreneuriat. Et en fait, t'écoutes et tu crées le truc comme ça, tu vois. À partir du moment où tu restes à l'écoute de leurs conseils, justement. Si t'es en mode, vas-y, ça me fait chier, etc. Pardon, je veux pas dire ça, mais voilà, si tu te braques, en fait, face au mec, c'est mort. Mais le but, nous, c'est d'améliorer, de découvrir, de comprendre, quoi. Bien sûr, et de rester sur le long terme, de toute façon. Donc, exactement. C'est toujours intéressant de créer un lien, un vrai lien humain avec un potentiel client. Donc on a parlé de ce que vous regrettez, / des erreurs, etc. Et maintenant, c'est quoi vos plus grosses fiertés? Vraiment le genre de choses que vous avez fait et aujourd'hui, vous vous dites je suis fier d'avoir fait ça. Moi, c'est l'équipe. C'est de se dire même. Je vais dû le dire. Je le garde. Non, en vrai. En fait, c'est super de signer des clients. Bon, on en gagne, on en perd. Ça fait partie de la vie d'un cycle d'une entreprise. Mais c'est de créer un noyau dur qui part jamais, quoi. Et tu te dis, en fait, on a une résilience de fou. Et ce qui est marrant avec Jean-Nicolas et toute l'équipe, c'est qu'on n'a rien à perdre par rapport aux autres. C'est-à-dire que demain,
tout peut s'écrouler. C'est pas grave, on va continuer. On a rien à perdre dans le sens où on n'a pas d'enfants, etc. Si c'est vraiment la crise et qu'on peut plus se payer, c'est pas grave, on continuera parce qu'on a une résilience qui est folle. Okay. Et donc, à partir de ce moment-là, quand tu as une résilience et rester dans la durée et te faire un nom, en fait, tu n'as plus aucune limite. À partir du moment où tu es résilient, tu n'as plus aucune limite. Tu es en mode open bar, tu peux partir. Et alors que certaines personnes, parfois, à partir du moment où il y a un risque financier, c'est normal, hein, tu as des enfants, etc., c'est un peu plus compliqué, ou un risque de temps, peu importe, tu dois sortir de l'écosystème et là, tu perds tout. Et nous, on peut se permettre de se foirer, on peut se permettre de tester en permanence. Et nous, en fait, Wagmi Studio, c'est une entreprise, mais c'est aussi une école. Et ça nous permet d'apprendre et de rester soudés. Donc, vraiment, la plus grosse fierté, le plus gros succès, c'est de rester ensemble, pour le moment. Ça, c'est beau. Ouais. Sortir des violons, si vous voulez. Et ça, c'est pas du storytelling, ça. Non, c'est vrai, vraiment, c'est honnête. Bien sûr, il y a l'équipe, etc. En vrai de vrai, je pense que le truc le plus cool, enfin, dont je suis vraiment fier, c'est le fait qu'en fait, on fait que de se marrer. Mais tout le temps, genre, vraiment, c'est même quand on fait des conneries et tout, même quand on perd des deals, même quand on s'engouffre dans des trucs parce que j'ai dit oui à quelqu'un et qu'en fait c'est pas possible, en fait on rigole, tu vois, on tourne le truc en délire et ça, je pense que c'est une vraie force pour avancer, parce que c'est ce qui, tu vois, tu peux détourner comme ça des situations un peu graves ou des situations un peu difficiles en mode allez, vas-y, tu sais quoi, on reste dans le milieu du NFT, ça doit être du fun, sinon tu vois, on n'est pas en train non plus de résoudre la fin dans le monde, ou tu vois, il y a des problèmes qui sont bien plus graves, donc en fait il vaut mieux rigoler aussi de ce qu'on fait. Quand on fait des conneries, bah écoute, on se plaint tout le temps, on s'appelle tout le temps pour rigoler, pour se challenger et tout, mais on se dit qu'on changerait pour rien au monde ce qui se passe. Okay. Ouais. Alors tous les deux vous êtes d'accord, et toi Sophie? Moi je suis moins romantique que moi, c'est la Poste. Alors attends, je te coupe, je te propose que déjà vous nous expliquiez qu'est-ce que vous avez fait pour la Poste, et ensuite on revient dessus. Donc on a sorti pour la Poste leur première plateforme pour l'achat de timbres en NFT. Donc en fait, ce que les gens achètent, ils achètent un timbre physique et on leur airdrop le NFT correspondant avec le numéro, etc. de la série, et sur la blockchain Tedos. Pour l'instant, c'est toujours le même timbre avec un numéro de série unique sur le timbre. Et après, la Poste a d'autres projets par la suite pour d'autres innovations. Ok, donc c'est-à-dire que pour l'instant, ça reste un sujet qui concerne principalement les philatélistes, ceux qui sont fans de timbres, on est d'accord? Totalement. Okay. Pour l'instant, c'était vraiment la cible qui était touchée. Donc, il faut se dire que l'année dernière, quand je suis allée au salon de la philatélie à Paris, qui a lieu en novembre, j'ai envoyé un message aux garçons, ils étaient à Dubaï, je crois, à ce moment-là. J'ai vu un mec arriver en déambulateur. J'ai dit, jamais. Si on arrive à lui faire acheter un timbre, un NFT, je suis la plus heureuse du monde. Il en achète. Une phrase qui m'avait beaucoup marqué, c'est « Aujourd'hui, on lève plus des fonds, on lève des armées ». Cette phrase-là, elle est incroyable. Et il avait dit ça quand on était au tout début et qu'on parlait de communauté. Et aujourd'hui, c'est ça. En fait, moi, je préfère avoir une armée plutôt que des fonds. Parce qu'avec l'armée, tu as les fonds. L'inverse n'est pas vrai. Et donc, quand tu as une armée de philatélistes, quand tu as une armée de personnes derrière PMU, derrière la FDJ ou n'importe quelle marque, eh ben, tu peux facilement déployer un projet qui fait sens et qui va toucher massivement les gens. Donc ça, c'est aussi un enseignement. Et je pense, du coup, qui s'est traduit auprès de la Poste parce qu'ils ont envoyé des lettres, ils sont allés voir les clubs de philatélistes et ils ont réussi à onboarder quand même pas mal de personnes, mine de rien. Et donc, l'histoire de ton père, c'est juste quand mon père m'envoie un message le jour de la sortie du timbre pour me dire, voilà, j'ai acheté mes premiers NFT, où du coup, il a pu le faire hyper simplement avec un système de carte bleue, etc. Il a pu être onboardé vraiment aisément. On se dit aisément, ouais. Anglais, français, international, j'arrive plus à penser en français. Et puis en plus, c'est vraiment un projet, comme je disais, on l'a suivi dès le départ, ça faisait 1 an qu'on était sur le projet. Ça faisait 1 an que je faisais les calls avec Jonathan, RPZ. Salut Jonathan. On regarde. Tous les jours, et pendant 1 an, c'est vraiment un gros projet avec un beau groupe que tout le monde connaît, donc ouais, la petite fierté, quoi. Aujourd'hui, donc il y a eu beaucoup, on s'est beaucoup chargé, notamment avec Opium Agency, de la communication autour des différents projets de la Poste. On a eu affaire à un peu de scepticisme, mais la question qui restait, c'est ok, la Poste a lancé des NFT, mais dans quel but? C'est quoi à terme leur endgame, si je peux dire? Alors, en fait, il y a un marché de la collection qu'on a vu revivre un peu avec la NFT, qui est très important. En France, je crois que la Poste nous avait dit c'est entre 6 ou 8 millions de collectionneurs. Collectionneurs de gomme, de petites voitures, de timbres, en règle générale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les collectionneurs sont quand même de plus en plus âgés. Et donc, la Poste avait quand même envie, avec ce projet de NFT, de rajeunir tout simplement sa cible de personnes. Donc, rajeunir, mais en même temps conserver sa base actuelle. C'est pour ça que, comme je disais, l'achat se fait par carte bleue, se fait avec un mail, etc. Mais dans les évolutions futures, ce serait de pouvoir rentrer
son wallet, Temple, du coup, pour le coup, comme c'est sur Tezos, et pour pouvoir vraiment se connecter avec la blockchain, avec le wallet directement, pour que des personnes du Web3 puissent se sentir aussi plus concernées par ce projet que les philatélistes de base. Mais oui, donc déjà, le but premier, c'était de rajeunir leur cible au niveau des collectionneurs. Après, c'est aussi de montrer le potentiel innovant de la Poste. Parce qu'en fait, quand on imagine la Poste, en fait, on imagine toujours son postier qui vient tous les matins en vélo, en camionnette, à pied, déposer son courrier. En fait, la Poste, c'est beaucoup plus gros. C'est la Banque Postale, c'est DocaPost, c'est Digipost, c'est beaucoup, beaucoup plus gros. Et c'est aussi des BU à l'intérieur qui permettent de faire du commerce avec qui on a travaillé, par exemple, sur Picard. Tu nous rappelles ce que c'est une BU un business. C'est un pôle. C'est un pôle. Un département. C'est un département. Donc, c'est vraiment très gros, beaucoup plus gros que ce qu'on imagine de base. Et donc, c'est pouvoir montrer toute l'étendue du savoir-faire de la Poste aussi. On est un peu trop tôt encore pour avoir des retours sur l'opération, j'imagine. Pour l'instant, au jour où on enregistre, on est à 25 000 NFT vendus, enfin un timbre NFT vendu. C'est un prix unique, c'est ça? C'est à prix unique, c'est à 8 € l'exemplaire. Ça se voit en direct sur le site. Vous pouvez voir le nombre de timbres restants. Donc, je ne divulgue pas des informations top secret. Et en fait, tous les jours, il y en a encore qui s'achètent. Et ça, pour le coup, pour la Poste, c'est très intéressant. Déjà, ça a été le plus gros lancement niveau timbre en règle générale, dans les timbres de collection. On en a vendu presque 20 000 le premier jour, donc c'était assez important. Et tous les jours, donc, les gens reviennent et continuent à en acheter. Et donc tous les jours, j'ai des appels de la Poste qui me demandent alors combien on en a, etc. Et même eux, ils ont leur dashboard en direct pour voir les ventes et ils sont à fond. Ils sont très heureux. J'en ai acheté quelques-uns. C'est vrai? Ouais. Oh, cool, tu l'as reçu tout, c'est sympa. Je les ai reçus, etc. Enfin, je les ai achetés à quelqu'un, donc j'ai pas c'est lui qui a les NFT, mais j'ai reçu effectivement les petits. Il y a un autre truc, alors je parlerai pas au nom de la Poste, mais moi je trouve qu'il fait super sens dans ce projet-là. C'est que la Poste, c'est énorme. Il y a une banque, il y a l'identité numérique. Et je pense que c'est un petit POC aussi. POC de se dire, pourquoi pas, on va tester le paiement. On va tester comment on va sécuriser un wallet. Comment on peut créer un NFT. Et en fait, du coup, ça va toucher pas juste la Poste, mais la Poste, d'autres branches. Et je pense, du coup, pour un groupe comme ça, c'est super intéressant. Oui, c'est d'innovation, effectivement. Une petite start-up là pour... C'est bien parce que la première question, c'était qu'est-ce que ça apporte à l'écosystème ou un truc comme ça, quelle est la plus-value. Et effectivement, tu vois, tu peux te dire, les gens du Web3, par exemple, ils ne sont pas collectionneurs de timbres, il y en a quelques-uns, mais ils ne sont pas devenus collectionneurs de timbres NFT, etc. Donc on peut se poser la question. Maintenant, c'est aussi une question, quand tu prends du recul, c'est aussi une histoire de crédibilité, d'avancer, de montrer qu'il y a des gens qui continuent de bosser en fait, sur ces sujets aussi dans l'écosystème. Et ça, je pense que c'est surtout ça aussi la plus-value, au-delà de la collection elle-même. C'est l'image que ça donne aussi à l'écosystème et la crédibilité, quoi. C'est pas juste un truc, tu vois, comme, je sais pas, comme en 2018 ou 2019 où il y a déjà des marques qui s'intéressaient, mais là, il y a quand même beaucoup qui se lancent, quoi. Il y a quelques mois, vous avez fait des NFT pour Picard. Si je me rappelle bien, c'était 1200 NFT gratuits. En fait, je vous laisse me les présenter rapidement. Ouais, vas-y. Alors, c'était donc avec une business unit de la Poste. Et un autre groupe aussi qui appartient à la Poste. On a fait une collection donc, de 1200 NFT où il fallait s'inscrire par mail. C'était un jeu concours, il fallait s'inscrire pour recevoir, après être tiré au sort et recevoir son NFT. On a eu beaucoup plus, un très grand nombre d'inscrits par rapport au nombre. Donc il y a vraiment eu un tirage au sort, il n'y a pas eu que 1200 inscrits et 1200 NFT distribués. Et après, en fait, il y avait donc une hiérarchie dans les NFT pour le coup, avec donc des bons d'achat qui varient en fonction de la rareté du NFT. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Pour le coup, là, on l'a fait sur Polygon, parce que toujours en fait, dans un esprit de penser à long terme, parce qu'on essaie d'accompagner nos clients à ce niveau-là, c'est que Salesforce, qui est donc un système de fidélité assez reconnu, s'est aussi lancé sur Polygon. Donc on s'est dit, en fait, en voyant à long terme, ok, aujourd'hui, si Salesforce se lance sur Polygon au niveau de la fidélité, nous, vu que c'est un jeu concours qui est en lien avec le service fidélité de Picard, si plus tard, on va intégrer Salesforce, etc., on aura déjà les premières briques qui seront arrivées, qui seront dessus. Je vais m'adresser à Maxence. Est-ce que je sais, est-ce qu'on m'a dit, tu t'es enfermé pendant de longues heures devant une caméra pour le faire. Alors c'est quoi Wagmi Academy? L'idée de base, c'était de créer une plateforme qui allait permettre à nos clients ou à nos prospects de pouvoir rapidement s'acculturer sur tout le sujet Web3, NFT, crypto, etc. Donc sans avoir à faire des ateliers tout le temps, tu suis ça et puis tu as une base de connaissances. De base, on a voulu faire ça avec certains acteurs de l'écosystème.
encore une fois, dans une démarche très Wagmi. Et donc, du coup, on a choisi Alexis Patin, qui est journaliste. Salut Alexis. Je sais pas si on met sa tête. Théo, il y aura une bambelle de tête. Et en fait, l'idée, c'était de se dire, on va créer une partie de contenu gratuit. On va s'enfermer avec des vidéastes et on va créer la meilleure formation. Donc Alexis s'est occupé de faire toute la partie. Il est journaliste, Alexis, donc il a une bonne plume. Il se renseigne pas mal, il a mis toutes ses sources. Okay. Et ça nous a permis d'avoir toute une partie gratuite sur les NFT et la crypto, qu'est-ce que c'est. Et après, on est à diguer sur tous les thèmes. Ok. Les NFT, la tokenisation, le gaming, etc. L'objectif, exactement. L'objectif, c'est à la fois, nous, c'est de créer de plus en plus de produits et de s'installer encore plus sur la place avec Wagmi Studio. 2, c'est aussi un cheval de Troie parce qu'on se dit, les clients, on va leur offrir, on va leur permettre d'avoir accès à de l'information comme ça facilement. Et pour nos prospects ou pour un appel d'offres, on peut dire, écoutez, vous pouvez mettre vos 100 000 collaborateurs d'un coup, on a des accès, on peut vous former rapidement. Et puis, 3, c'est bête, mais quand on recrute quelqu'un qui n'est pas forcément dedans, allez, hop. On dit, suis Wagmi Academy, et après, si tu es commercial, tu vends. Et après, tu vois. Donc, en fait, c'est à la fois pour l'interne, à la fois pour l'externe, et aussi pour s'installer d'un point de vue public. T'as pas eu peur de te... Bon, aujourd'hui, on peut le voir, il y a énormément de contenu éducatif, gratuit ou non d'ailleurs, sur les réseaux et sur les différentes plateformes. Est-ce que tu n'as pas eu peur de cette concurrence vis-à-vis justement de ces contenus gratuits qui, eux, effectivement, sont gratuits comparés à ce que vous proposez? Ouais, complètement. En fait, alors, je trouve qu'il y a plusieurs... les contenus gratuits, je pense qu'on n'a pas réinventé ça, mais il y a beaucoup de contenus gratuits, mais il faut encore chercher. Tu sais, quand c'est gratuit, il faut quand même encore un peu diguer. Bien sûr. C'est pas dans l'ordre, ils mettent peut-être pas toutes les informations. Nous, l'idée, c'était vraiment de tout structurer, tout mettre correctement. Et en fait, il n'y a pas de concurrence dans le sens où, même si tu entends 15 fois comment ouvrir un wallet, 15 fois qu'est-ce que c'est un MetaMask, Coinbase, CoinHouse, peu importe, tu es content et en fait, tu participes à l'écosystème. Alors, ça fait peut-être très bisounours, mais c'est aussi l'idée de se dire, au moins, on a mis du contenu. Les gens peuvent le consulter. Une partie gratuite, une partie payante, qui est pas très chère, ça doit être 300 €. J'allais te demander combien c'était. Ouais, 300 € pour avoir accès à tout. Et c'est mis à jour régulièrement? Ouais, c'est mis à jour régulièrement. Et en fait, l'objectif final, et ça, c'est vraiment un appel un peu à la communauté et à l'écosystème, on a fait ça. Demain, sur la partie sécurité, pourquoi pas avoir un ledger, etc., qui vient s'installer, qui fait des vidéos. Sur la partie conseil, sur la partie juridique. Et que ça soit vraiment un Wagmi Academy et qu'après, on se redistribue les gains en fonction de qui regarde quoi. Après, une autre phase aussi qui peut être intéressante, c'est OK, les gens regardent, mais comment ils peuvent agir? Comment ils peuvent apprendre vraiment en faisant? Nous, on apprend à chaque fois en faisant des erreurs, avec des apprentissages. C'est tout le temps en étant sur le marché, sur le terrain. Et donc là, l'idée, c'est OK, tu suis. Il y a un quiz à la fin de chaque vidéo. Et pourquoi pas après faire des petits jeux pour comprendre concrètement. Un token, c'est quoi? Comment tu le crées? Comment tu le transfères? OK, sur la blockchain, c'est comme ça. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, ça aide les collaborateurs des entreprises. Et puis, c'est offert un peu à la communauté, à l'écosystème. Alors, aujourd'hui, c'est le bear market. Le marché est en chute libre depuis plusieurs mois, même plus d'1 an maintenant. Comment vous vous positionnez avec Wagmi Studio? Très simple. On a commencé en bull run, effectivement, en mode vraiment Web3, des gènes, etc., tester plein de trucs. Et ensuite, en fait, on est arrivé directement avec les corpos qui ont finalement repris un peu le relais, tu vois, sur 2022, début 2023. Donc, en fait, on a réussi à se positionner sur un marché B2B qui était on va dire, rentable et qui crée de la valeur aussi avec des projets plus structurés. Donc, c'est très simple là-dessus, ouais. Donc, loin des projecteurs aujourd'hui, vous arrivez quand même à trouver un attrait pour les institutionnels, le B2B, etc. Pour le Web3, ça existe encore? En fait, c'est des projets qui sont vraiment long terme. Okay. Là où en 2022, les marques ont voulu sortir des projets ça dépend, 2 mois, 3 mois. Je crois que le plus court, on a eu 1 mois. Un grand groupe du CAC 40 qui a fait en 1 mois un projet NFT. Mais sinon, tout le reste, c'est vraiment des projets long terme, c'est des réflexions, c'est au niveau des process, etc. Donc, en vrai, il y a beaucoup d'intérêt. C'est juste qu'on le voit pas parce que ça fait pas autant de buzz, tu vois, que les NFT quand avais une marque qui le sortait. Et encore une fois, on vend de la valeur et si le NFT a de la valeur, on le met dedans. S'il n'y a pas de besoin, on le met dedans. Les NFT aussi sont en forte baisse depuis la même période. Vous continuez d'y croire? En fait, ça dépend de ce qu'on pense d'un NFT. Est-ce que c'est en forte baisse de quoi? De spéculatif, d'utilisation, de création? On va commencer d'utilisation. D'utilisation? Parce qu'aujourd'hui, en fait, étant donné que je trouve que je crois au NFT à partir du moment où il y a une balance qui s'effectue, où on va tous passer en NFT. Okay. Je ne crois pas trop aux NFT où on va en avoir quelques-uns. Soit on va avoir effectivement un package, un patrimoine digital, auquel cas, oui, on aura des NFT et ça va fonctionner. Pour le moment, c'est encore de la réflexion, je pense. Il y a beaucoup de tests, mais comme dans tous les écosystèmes et toutes les industries.
on en teste, mais moi, je continue à y croire fortement. Ouais. J'ai quelques questions où j'ai pu diguer sur vous et je vais vous les poser. Donc, c'est une question par personne. C'est une petite anecdote que je vais avoir à vos propos. Et Maxence, je te vois avec un petit sourire, donc je vais commencer par toi. Est-ce que tu as déjà eu des comportements dégènes, à l'instar de ton cofondateur, sur les marchés ? Bah, en fait, c'était surtout au débût. Je me rappelle d'une histoire où on était parti du coup à l'étranger avec Jean-Nicolas. Et effectivement, il y avait une collection où en gros, il y avait une collection qui était en plein boom. On l'a bien senti avec Jean-Nicolas. Moi, j'étais pas hyper à l'aise, j'avoue, parce que moi, je n'ai pas un comportement dégène à faire n'importe quoi et à investir dans tout et n'importe quoi. Mais pour le coup, j'ai fait confiance à Jean-Nicolas. Et très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Bon, après, il y a eu plusieurs histoires. Il a marché, il y en a une oui, qui avait ça. fonctionné. Ouais, le premier a fonctionné. Et en gros, on a acheté. Et puis, effectivement, on avait bien senti le coup parce que 15 jours après, ça avait fait quoi ? Ça avait fait x4. On avait revendu juste après. Qu'on faisait, mais pour le coup, ouais, je suis pas hyper à l'aise avec ça, mais j'ai suivi et j'ai eu raison de suivre Jean-Nicolas pour le coup. Est-ce qu'aujourd'hui, tu recommanderais les conseils financiers de Jean-Nicolas ? Bien entendu, si vous voulez. Ce n'est pas du tout un conseil. Alors, comment perdre de l'argent, tout. Jean-Nicolas. Disons que Jean-Nicolas, il a une conscience un peu différente, une analyse un peu différente. Donc, si on est aussi fou, oui. Si on a une personne un peu plus normale, je te jure, c'est rationnel. Dans sa tête, c'est rationnel. Et toi, Sophie, qu'est-ce que c'est de manager une équipe de passionnés ? C'est beaucoup de discussions sur différents sujets. C'est des personnes qui, un jour, vont te dire A et le lendemain vont te dire B, vont te dire jaune, blanc, puis noir, etc. C'est beaucoup de fou rire, comme disait Jean-Nicolas tout à l'heure. On rigole beaucoup. Je nous revois. L'année dernière, on allait dans une Fury Room à Mende de THCC, tous ensemble avec l'équipe, etc., pour se vider. Et c'est tellement drôle, on rigole, on a tellement de passion, tellement de choses, de frustration aussi, de ne pas toujours réussir à aller jusqu'au bout de ce qu'on aimerait faire, à dégager, c'était fou. C'est incroyable. Il y a un développeur, il s'arrêtait plus dans l'équipe. Mais non, vraiment. Tu sentais. Non, vraiment. Il avait des choses à extérioriser. Ouais. C'est un très bon truc, je pense, c'est pas des brainstorming, mais de trucs collectifs, là. Au lieu de faire des workshops et tout, tu fais un Fury Room. Au lieu de faire des team building, tu fais des... Tu sens qui est bien dans ta boîte. Et toi, Jienne, c'est quoi ta plus grosse erreur en tant qu'entrepreneur ? Ouais, mais j'en ai 50. Mais je pense que c'est juste d'avoir optimisé quelque chose qui servait strictement à rien. Okay. Je crois que c'est Elon Musk qui dit ça d'ailleurs, c'est de vouloir optimiser quelque chose qui sert strictement à rien. C'est-à-dire que tu vas te prendre la tête à aller faire un truc compliqué, un process, attends, mais je veux que les clients, machin. Alors qu'en fin de compte, encore une fois, pour aller de 0 à 1, ce qui est le rôle de l'entrepreneur, dans ma conception, en tout cas au départ, c'est juste d'aller à 1, en fait, va à 1. Et on s'en fiche si ça marche pas ou à moitié, etc. Vraiment, nous, quand on a monté la boîte, mais oui, on savait pas. Quand on a contacté Oussama, tu vois, on avait juste boursicoté, 2-3 trucs, 2-3 tokens, mais c'est tout. On connaissait pas grand-chose, quoi. Okay. Et donc, faut juste y aller. Et la plus grosse erreur, c'est de surréfléchir à quelque chose qui n'a pas lieu de... Prendre trop de temps. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça la plus grosse erreur. Ouais. Il y a une phrase qui est pas mal aussi, qui est vis-à-vis d'Oussama. Pourquoi est-ce qu'on l'a bombardé comme ça ? Il y a un truc que j'aime bien, c'est tu peux chercher un oui, le non, tu l'as déjà. En fait, tout est non autour de toi. Toujours un non. C'est toujours un non, tout est non. Victor va me dire non, tu vas me dire non. Et en faisant la démarche, je peux que aller chercher un oui. Et en fait, c'est bête, hein, mais ça te change ton mindset en mode cette personne-là, je vais lui demander un conseil, c'est non, mais ça sera peut-être oui. On a un premier jeu qui s'appelle Bullish, Bearish, Bullshit. Bullish, Bearish, Bullshit. Je vais vous dire quelque chose. Donc ça peut être quelque chose en rapport ou pas avec l'écosystème. Et vous me dites ce que vous en pensez. Soit vous êtes bullish dessus, soit vous êtes bearish. Ça, c'est du bullshit. Et on va commencer par Sophie. Et c'est fait exprès. Sophie. Mais attends, c'est que pour Sophie ou du coup oui, il y en a un chacun. Okay. J'ai cru que vous alliez demander si Sophie c'était bullshit ou pas. Non, mais allez-y. Maxence, Sophie. Maxence, Sophie, c'est comment ? Je peux quitter le plateau maintenant. Non, Sophie, les ordinals. Ordinals. Ça doit aller vite. Bearish, bullish, bullshit, let's go. Je sais pas. Bearish. Les ZK, JN. ZK bullish, ZK X crypto. Il faut faire gaffe, ça peut devenir vite bullshit. Max, le métaverse. Bearish. Parce que je crois en monde virtuel, mais je crois pas à la conception d'une double vie dans un monde virtuel. Et pour finir, je vais vous donner une phrase, il faut la terminer. Maxence, les conférences crypto devraient...
boire un peu plus de cocktails, d'alcool, de choses pour s'amuser, pour détendre l'atmosphère. Dans 30 secondes d'histoire des filles. Surtout en bear market pour oublier la chute des cryptos. JN, les bitcoins maximalistes sont. Putain, mec, c'est dur. C'est rapide. Sont intéressants, franchement intéressants à discuter, enfin pour discuter. Et c'est tout. Je vais en rester là. J'ai pas de trucs. Non, c'est très compliqué. C'est super chaud ton jeu là. Ah, attends, t'as pas vu le dernier. Je me t'assure. Sophie, l'euro numérique. Ah, non, je veux pas. C'est pas une phrase. Bullshit. Oula. Bon, bah écoutez, c'était un plaisir de vous recevoir, les amis. Toujours un grand plaisir de passer un peu de temps avec vous. Et on se tient au courant. Et de toute façon, on avance ensemble. Merci Ben. Merci. Allez, à bientôt. Bien entendu, merci à tous d'avoir suivi jusqu'à ce moment. N'oubliez pas de vous abonner au Crypto Daily sur YouTube, LinkedIn, Telegram, Twitter, où vous voulez. On est partout. Wagmi Studio aussi, vous êtes un peu partout, j'imagine. On a surtout sur LinkedIn, avec le profil de chacun, plus le profil de la page LinkedIn. Voilà. Sur LinkedIn ou Wagmi Studio. Et merci de votre soutien. Merci Bye beaucoup. bye. See you.